Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, un OVPL spécial autour de la crise migratoire qui divise l'Europe. Et alors que le Sénat se penche sur le texte asile et immigration, l'Aquarius a été un révélateur de dissensions majeures et il a laissé des traces morales et politiques. On est à 10 jours d'un sommet européen crucial qui devra absolument avancer sur cette question des frontières. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont donné une conférence de presse commune tout à l'heure. L'Europe est face à un choix de civilisation, nous dit le président français. Mais quelle réponse concrète apporte-t-il? Cette crise n'a-t-elle pas déjà profondément fracturé l'Europe? Autant de questions que nous poserons à nos invités ce soir. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera Alberto Toscano, journaliste italien, à Michel Meyer, ancien correspondant en Allemagne. Nous parlerons avec eux des opinions publiques européennes. Leur poids est considérable dans le débat sur la crise migratoire et il se fait sentir dans les urnes à chaque échéance électorale. La France doit-elle tirer les enseignements de ce qui se passe chez nos voisins européens? Nous en débattrons sur ce plateau. Enfin, l'entretien du jour. Nous recevons l'humanitaire Ronny Broman, ancien président de Médecins sans frontières. Il dénonce la politique actuelle qui vise à réduire les droits des demandeurs d'asile. Pour lui, une société qui se durcit vis-à-vis des étrangers finit par se durcir vis-à-vis de ses propres citoyens. Il nous expliquera sa vision des choses et les solutions qu'il propose. Mais d'abord, cette crise migratoire qui fait trembler le sol européen. L'affaire de l'Aquarius a mis au jour des divisions profondes entre les différents pays. Cet après-midi, le couple franco-allemand a donné des axes communs. Renforcement des frontières ou encore l'instauration d'un système de solidarité. Est-ce suffisant? On va en parler avec nos invités juste après ce sujet de Sandra Cerquera. Après une semaine d'errance, l'Aquarius accoste sur le port de Valence. La fin d'un long périple pour les 360 migrants à bord, mais qui ne règle en aucun cas la crise migratoire en Europe. Les dissensions persistent. L'Espagne a beau répéter que c'est son devoir d'Européen d'aider les migrants, sa position est loin d'être majoritaire dans l'Union. Après l'Italie, c'est l'Allemagne qui risque de revoir sa politique d'accueil. La droite conservatrice allemande, membre de la coalition gouvernementale, a fixé un ultimatum à la chancelière. Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont retrouvés aujourd'hui pour tenter d'afficher un front commun face aux défis migratoires et apporter des solutions communes. Nous voulons la solidarité entre les États membres et je remercie la France qui nous a assuré sa coopération sur ces questions. Tous deux veulent engager un vaste plan de réforme dans l'Union, mieux protéger les frontières communes en renforçant l'agence Frontex, travailler davantage avec les pays d'origine et de transit et instaurer un système de solidarité entre les différents pays de l'Union. C'est aujourd'hui un vrai choix de société qui est en discussion. C'est même peut-être un choix de civilisation. Nous sommes très clairement ensemble déterminés à agir de manière européenne et de manière coordonnée. Mais au vu des divisions, avec certains pays qui s'impatientent, comme l'Autriche ou l'Italie, on voit mal comment Angela Merkel et Emmanuel Macron vont trouver un accord avant le prochain Conseil européen, un sommet crucial qui aura lieu en fin de semaine prochaine. Et avec nous pour aller plus loin ce soir, Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris, Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice LR du Val d'Oise, Emmanuel Blanchard, maître de conférence en sciences politiques, président du réseau international Migre Europe, et Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions internationales et européennes. Merci à tous les quatre d'être ici. Avant de vous donner la parole, on va rejoindre tout de suite Tam Tranui qui se trouve dans l'hémicycle du Sénat. Tam, le projet de loi Asile-Immigration est donc arrivé à la Haute Assemblée. Dans quelle mesure la question européenne est-elle présente dans les débats ? Eh bien, écoutez, la dimension européenne de la question migratoire a directement impacté les débats cet après-midi. Tout d'abord parce que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur qui porte ce projet de loi immigration, asile, intégration, il n'est tout simplement pas là puisqu'il est en Allemagne, non loin de Berlin, où il a accompagné Emmanuel Macron pour ce Conseil des ministres franco-allemands où la crise migratoire ne devait pas être au menu, mais où finalement, eh bien, vous l'avez dit, elle est largement centrale. Deuxième point, l'Europe est revenue à plusieurs reprises dans les débats car la France, elle est sur la question des demandes d'asile en quelque sorte à contre-courant du reste de l'Union européenne. Elle est en augmentation, cette demande d'asile, plus 17% de l'année dernière à cette année, alors que dans le reste de l'Union européenne, elle est en baisse. C'est l'effet aussi de rebond interne de cette question migratoire dans l'Union européenne. Enfin, troisièmement, bien sûr, eh bien, l'Aquarius s'est invité dans les débats. L'Aquarius, et je cite les mots d'Eliana Sassi et ses 629 femmes et hommes repêchés en mer qui n'ont pas trouvé accueil ni
en Italie ni en France, notamment bien sûr les rangs de la gauche. Cette situation douloureuse et complexe a été citée à plusieurs reprises et notamment, on peut parler de Jean-Pierre Sueur, l'ex-président socialiste de la Commission des lois. Il a cité ces mots de Michel Rocard. Il a dit qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Il avait raison, mais il a aussi dit que la France devait en prendre sa part. Là-dessus aussi, il avait raison. Jacqueline Gouraud a dit elle aussi qu'elle était d'accord avec cette citation. Pas sûr qu'elle le soit sur son application. Et cette phrase de Michel Rocard revient régulièrement en ce moment. Merci infiniment, Tam Tranu, pour toutes ces précisions. Jacqueline Eustache-Brinio, si je résume les propos d'Emmanuel Macron tout à l'heure en conférence de presse, il a avancé 3 axes: travailler avec les pays d'origine, mieux protéger les frontières, instaurer un système de solidarité avec les 28. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Est-ce que c'est assez concret? Est-ce que c'est un début de réponse? Probablement que c'est en tout cas une prise de conscience, peut-être. Mais je voudrais juste préalablement à mes propos préciser, il faut d'abord de quelle immigration on parle. Parce qu'on a tendance à tout mélanger, tout focaliser sur l'asile. On ne parle que de l'asile, que de l'asile, que de l'asile. Je crois, et moi je me suis exprimée sur le sujet tout à l'heure, et d'autres de mes collègues dans l'hémicycle se sont exprimés sur le sujet, l'asile, il n'y a pas débat. Enfin, je veux dire, c'est pas là le problème de fond. C'est comment on détourne l'asile pour pouvoir rentrer dans ce pays et se trouver face à des flux migratoires qu'on ne peut pas gérer. Elle est là la difficulté, que ce soit en France ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne parle que de l'asile, mais il n'y a pas que l'asile. Il y a essentiellement une migration économique. Et que fait-on? Et c'est pour ça que l'Europe aujourd'hui, sincèrement, aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à être conscients que l'Europe peut imploser sur le sujet des flux migratoires. Moi, j'en suis assez convaincue. On voit bien ce qui se passe. C'est le titre de notre émission. L'Europe est-elle au bord de l'implosion? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit bien ce qui se passe en Italie. On voit bien ce qui se passe dans certains pays européens. On voit bien que, on dit, les gens s'expriment sur le sujet, ils ne connaissent pas. Il y a une population européenne qui s'exprime sur ce sujet. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et vraiment, nous pensons que cette Europe qui s'est construite au lendemain des guerres pour être une Europe de la paix, aujourd'hui, elle peut imploser. On le voit bien. Ce sont des termes forts, Esther Benbassa. L'Europe peut imploser. Est-ce que le mot n'est pas adéquat, me semble-t-il. La France a reçu des milliers d'Italiens, de Polonais, d'Espagnols, de réfugiés espagnols. Et puis, on peut continuer dire au cours des décennies. Oui, bien sûr. Et tous ces réfugiés ou migrants se sont intégrés dans le temps. Cette crise-là n'est pas de plus grande ampleur. Cette crise n'est pas une crise. Il y a une crise de l'accueil d'abord qui est très importante. Et c'est là que se trouve le nœud du problème. Pour vous, c'est une crise de l'accueil, quand on voit le nombre... Et moi, j'ai les chiffres ici. Peut-être pour la France, il y a eu 17% de plus par rapport à 2016, mais l'OFPRA ne donne que les chiffres de l'année d'avant, tandis qu'avec les chiffres d'Eurostat, on n'est pas en augmentation. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on ne pourra plus régler le problème des flux migratoires parce qu'ils sont transnationaux et qu'il y aura des migrants, des réfugiés climatiques aussi, et que l'Europe doit trouver une solution d'une répartition équitable et juste. Et justement, cette Europe, elle a l'air un petit peu perdue. Patrick Martin-Geny, on est à 10 jours d'un sommet européen qu'on dit crucial, et le mot est même peut-être encore un peu faible. Angela Merkel y voit, elle, un test décisif pour l'avenir de l'Europe. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, estime que, je le cite, la survie de l'Union européenne est en jeu. C'est la survie de l'Europe qui est en jeu, Patrick Martin-Geny? Je crois incontestablement que la survie de l'Europe est en jeu, en effet, parce que ça risque, comme le titre de votre émission, de faire imploser l'Europe, car finalement, sur ce sujet, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Et vous avez vu que le ministre de l'Intérieur allemand a mis un ultimatum à Angela Merkel. Elle a 15 jours pour essayer de trouver, même pas 15 jours d'ailleurs, parce que le Conseil européen, c'est le 28 juin. Avec peut-être des considérations de politique interne aussi à l'Allemagne. Absolument, c'est qu'elle joue son poste, car elle a eu une politique d'accueil très favorable il y a 3 ans. Généreuse, en effet. Et avec ces élections que certains disent opportunistes. Oui, mais vous savez, des élections ont eu au Bundestag au mois d'octobre l'année dernière qui
ont amené au Parlement allemand plus de 90 députés d'extrême droite tout de même. Donc c'est un traumatisme dans ce pays qui a obligé le gouvernement à faire effectivement un revirement considérable et elle met son poste en jeu. Mais incontestablement, c'est bien l'avenir de l'Europe qui est en jeu parce que tout à l'heure vous parliez de solidarité. Mais solidarité, c'est le terme qui est dans l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc on voit que depuis quelques années, l'Europe n'a pas été effectivement, n'a pas eu d'ambition suffisante pour légiférer, car le traité parle d'une politique commune de l'immigration, une politique commune de l'asile et d'un renforcement des protections extérieures. Et il y a tout un chapitre du traité sur cette question. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas mis assez, effectivement, d'argent, de moyens matériels, financiers pour gérer cette affaire. Et c'est aujourd'hui l'urgence qu'il faut tenter de résoudre. Emmanuel Blanchard. Déjà, il faudrait arrêter de faire porter aux migrants, aux exilés, aux demandeurs d'asile la question de la crise européenne. Je veux dire, ces demandeurs d'asile ou ces réfugiés, ces immigrants économiques ne sont pour rien dans le Brexit. Je ne pense pas qu'ils soient au centre de la crise grecque. Donc l'Europe est en crise institutionnelle, est en crise politique depuis bien longtemps. Et arrêtons de dramatiser cet enjeu comme si justement il n'y avait pas eu un surinvestissement de l'Union européenne sur cette question. Du point de vue législatif, il faut savoir que toutes les années 2000 ont été passées au Parlement européen à adopter un certain nombre de directives sur ces questions d'asile en particulier, mais avec une politique qui était extrêmement claire et qui était partagée par l'ensemble des États européens. C'est-à-dire avoir une politique qui soit relativement protectrice pour les personnes qui arrivent, mais tout faire pour que les personnes n'arrivent pas. Avec l'idée qu'en renforçant les frontières, et j'entends encore qu'il faudrait à nouveau renforcer les frontières, c'est la solution qui est proposée depuis une quinzaine d'années, au moins en renforçant les frontières et en disant aux États supposés plus faibles du sud de l'Europe, la Grèce, l'Italie, vous n'êtes pas en position de choisir, donc vous allez garder les personnes qui arrivent pour qu'elles ne passent pas dans les États comme la France ou... Ça nous amène à 100 000 depuis 2013. Et donc, quand vous avez dit tout à l'heure, la France aujourd'hui fait face à une hausse du nombre de demandes d'asile. Mais oui, parce qu'elle n'a pas fait face à une hausse du demande d'asile, ni en 2014, ni en 2013. Ça a commencé simplement à la fin de l'année 2015. Puisqu'il y avait un refus de la France de prendre en compte qu'un État au bord de l'Union européenne, la Syrie, cette crise syrienne, qui est connue, qui a été anticipée, il y avait l'idée que ces réfugiés ne pourraient jamais arriver dans l'Union européenne et qu'ils ne devaient pas y arriver. Et donc est-ce que ça doit nous amener à revoir ce règlement de Dublin que tout le monde semble contester aujourd'hui ? Aujourd'hui, le texte Dublin a évolué récemment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même pas la question du texte Dublin. Franchement, aujourd'hui, moi, je vois l'Italie n'est pas tout à fait de cet avis. Ben, je sais bien. Sauf que aujourd'hui, on peut pas faire comme si vous parliez tout à l'heure, de ce qui se passait il y a quelques années, etc. Aujourd'hui, depuis 2015, il y a des flux migratoires comme on n'a jamais connus. Jamais. Le nombre d'arrivées a baissé en Italie cette année. Il a baissé en Grèce cette année. Je parle depuis 2015. 2015. Non mais 2015. Attendez, 2015. Sur moins de 3 ans, c'est ce que nous dit Jacqueline Eustache-Brinix. À chaque guerre, il y a des réfugiés, madame. Excusez-moi, je voudrais juste pouvoir terminer ce que j'ai envie de dire. Sur 2 ans, 2015-2016, il y a 2 300 000 migrants qui sont rentrés dans l'espace Schengen de manière illégale. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et quelle est aujourd'hui la possibilité... Qu'appelez-vous une entrée illégale, madame ? Attendez, je termine. Je vous ai pas coupé, monsieur, donc j'aimerais que vous me laissiez terminer. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que on fait comme si les pays européens n'avaient rien à régler. Ils n'ont pas que ça à régler. Parce que accueillir, aucun problème pour accueillir. Tous les pays européens sont d'accord pour accueillir. Mais comment, pourquoi et avec quels moyens ? Ben justement, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'accueillir tous ces immigrés qui rentrent de manière irrégulière sur ce pays, et donc on n'en a pas les moyens. Donc c'est gentil de se donner bonne conscience en disant ouvrez les frontières. Attendez, je finis. Ouvrons les frontières, laissons venir tout le monde. Mais comment on les accueille ? Comment on les accueille ? Non mais comment on les accueille ? Quel avenir pour eux ? Est-ce que les accueillir dans un gymnase, pour les mettre dans un autre gymnase, pour leur dire vous allez être déboutés, vous allez rentrer chez vous ? Est-ce que ça, c'est humainement quelque chose d'acceptable ? Non, je suis désolée. Alors on va poursuivre cette discussion juste d'un mot. L'Europe semble profondément fracturée. Un terme fort a été employé par les ministres de l'Intérieur autrichiens, allemands et italiens. C'est le terme d'axe. Ils souhaitent bâtir un axe des volontaires contre l'immigration illégale. Qu'en pense François Patria, qui est avec vous, à vos côtés, Savaria Rojek, en salle des conférences du Sénat ?
Effectivement, bonjour François Patria. Merci de répondre à nos questions à cet axe des volontaires. Alors, interrogé sur cet axe des volontaires, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a jugé tout à l'heure l'expression, le terme axe malheureux. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez cette opinion? Non seulement je le trouve malheureux, mais je le trouve nauséeux. Nauséeux parce que vous avez vu que les 3 porteurs de cet axe sont 2 ministres néofascistes et pour l'autre un chancelier, avec un axe entre l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, qui rappellent des heures sombres pour notre pays aujourd'hui, mais qui n'ont pas l'aval de leur chef de gouvernement, bien entendu. Sur cet axe, je crois que la chancelière allemande ou le Premier ministre italien n'ont pas cette vue. Donc, je pense que ces termes sont choquants parce qu'ils rappellent des heures sombres de l'histoire et que dans le même temps, ils partent à la fois, d'une vue à la fois populiste, très, très fermée, très sectaire, qui voudrait imposer une ligne à l'Europe qui n'est pas celle des Européens. Mais néanmoins, la solution, elle ne peut être qu'européenne aux questions, à la crise migratoire que traverse l'Europe. J'entends bien déjà que, en termes de loi et d'Europe, aujourd'hui, ce sont aux États eux-mêmes de traiter l'immigration. Donc, bien entendu, c'est aux États de décider, mais aussi, il ne peut y avoir de solution qu'européenne. Il ne faut pas simplement le dire tous les jours, il faut le faire concrètement. Et aujourd'hui, la rencontre entre Angela Merkel et le chef de l'État français, qui voit demain un budget de l'euro, sont bien là des preuves d'attitude que nous devons continuer à poursuivre et que j'espère que nous trouverons suffisamment d'États pour avoir vis-à-vis de l'immigration une position qui soit pas seulement plus ouverte, plus humaine, plus intelligente, mais plus efficace aussi. On peut trouver une position commune justement entre Paris et Berlin sur cette question? Je pense que c'est une des voies sur lesquelles le chef de l'État travaille et sur laquelle on peut effectivement arriver. Très bien, merci beaucoup. Merci François Patria d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Saveria et merci à François Patria qui vous accompagne. Esther Benbassa, un terme nauséeux, d'accord, mais ce sont nos partenaires européens qui le prononcent. C'est quand même compliqué de s'entendre dans cette Europe. Oui, enfin, peut-être on peut changer de terme. Enfin, c'est vrai qu'il y a des pays qui ne coopèrent pas. On ne va pas non plus se cacher la face. Mais enfin, moi, je voudrais donner quelques exemples. Regardez, le Liban, un petit pays de 10 millions, a reçu plus d'1 million d'exilés. La Turquie, plus de 2 millions. Et ces pays n'ont pas explosé. En plus, ils ont su en partie accueillir correctement. Moi, j'ai été avec une mission sénatoriale sur la frontière syro-turque. Il y a des sortes de campements, mais bien organisés, où les enfants vont à l'école, à l'intérieur, où les femmes apprennent un métier. Bien sûr, on ne gère pas les 2 millions de la même manière, mais ces pays beaucoup moins riches que nous n'ont pas explosé. Alors, nous, pourquoi on imploserait ? Peut-être que nous n'avons pas su choisir la bonne voie pour gérer ça à temps, parce qu'on s'est toujours dit que ça va s'arrêter. Et ça ne s'arrêtera pas. C'est ça le problème. Maintenant, avec on ne les migrations pourra plus, climatiques. Pas seulement, ce sont des migrations transnationales. On est bien pour la mondialisation, on est pour la mondialisation, mais on ne veut pas que les gens bougent d'un endroit à l'autre. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Patrick Martin-Genier, ce terme d'axe vous a choqué? Vous le trouvez aussi nauséeux, dangereux? Écoutez, oui, il faut se méfier quand même des comparaisons historiques, mais c'est vrai que c'est un terme malheureux, parce que l'axe, ça rappelle l'axe nazi, etc., des pays nazis. Et effectivement, la cruauté de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 ministres de l'Intérieur, M. Kickel en Autriche et puis M. Salvini en Italie, et donc c'est absolument malheureux, ce terme d'axe. Mais je crois qu'il ne faut pas entièrement focaliser là-dessus. Je crois qu'il y a 2 éléments très importants. Enfin, ça donne une idée de l'ambiance. Ça donne une idée de l'ambiance, parce que ce sont quand même des ministres d'extrême droite, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et quand on fait une politique d'extrême droite, eh bien, ça se traduit dans les textes législatifs. D'accord, mais ils sont arrivés au pouvoir de manière arrivés au pouvoir. Donc il faut légale et légitime. Et aujourd'hui, c'est la droite classique qui, en quelque sorte, est prise au piège parce que elle essaye de rattraper ce discours pour ne pas être dépassée. Pourquoi aujourd'hui, M. Seehofer, que ministre de l'Intérieur allemand, a-t-il ce discours très à droite? C'est parce que au mois d'octobre, il y a des élections en Bavière et ils ont peur d'être dépassés sur la droite par ce parti, l'AfD, qui est à parité extrême droite, qui encore une fois a 90 députés au Bundestag. Donc ça fait l'objet d'une surenchère politique. Donc ça fait l'objet d'une surenchère politique, mais ça oblige, et je crois qu'Emmanuel Macron l'a bien compris avec Angela Merkel, ça oblige les États à trouver des solutions en urgence. Et évidemment, il n'y a pas que le contrôle aux frontières, parce que Schengen, c'est quoi? C'est le contrôle aux frontières, une liberté de circulation à l'intérieur, mais ça oblige les gouvernements, parce qu'il y a une obligation de résultat, de trouver les moyens financiers, matériels, d'un meilleur contrôle des frontières extérieures, mais également, pas uniquement le contrôle, il va y avoir création dans le budget européen d'un fonds asile
asile, migration, pour mieux intégrer les étrangers, pour essayer de traiter mieux l'immigration, cette fois-ci régulière. Et donc, c'est sur ce point, il y a une obligation de résultat, parce que si on ne le fait pas, eh bien, les votes populistes vont continuer à augmenter. Terme malheureux ou pas, la réalité, c'est que les populismes ne cessent de grimper dans les scrutins. Je vous invite à regarder cette carte qui dresse un état des lieux des forces d'extrême droite au dernier scrutin en date dans chacun des 28 pays de l'Union. Plusieurs nuances de gris, et plus c'est foncé, plus le score de l'extrême droite est élevé. Emmanuel Blanchard, ça semble directement lié à cette crise migratoire, qu'on appelle crise ou pas, mais en tout cas à cette arrivée de migrants. C'est quand même très gris foncé, on a une Europe très grise foncée. Un certain nombre des pays qui sont en noir sont des pays qui ont accueilli très peu de réfugiés, donc je ne pense pas qu'on puisse faire une corrélation directe. Donc il y a un fantasme européen. Je pense qu'il faut repartir des faits. En France, on a une certaine expérience de la montée de l'extrême droite. Et cela fait 20 ans qu'on entend à la fois la droite républicaine, le Parti socialiste aussi, expliquer que si l'on veut lutter contre l'extrême droite, il faut avoir des politiques qui soient peu accueillantes avec les immigrés. Je ne crois pas que ça ait eu d'effet sur les scores de l'extrême droite, puisqu'on a vu qu'elle a continué d'augmenter en France. Le problème, c'est que cette politique, aujourd'hui, elle est partagée au niveau européen. Pensons à la ministre britannique, Madame Theresa May, qui, quand elle était ministre de l'Intérieur de la Grande-Bretagne, avait proposé qu'on crée un environnement hostile aux étrangers. Et c'est en train de lui revenir aujourd'hui très fortement dans l'actualité, puisque des Britanniques eux-mêmes sont pris dans des systèmes qui aujourd'hui font qu'ils n'arrivent même plus à se faire reconnaître comme Britanniques, tellement cet environnement hostile a été créé. Et je pense que ce mot d'environnement hostile, il résume d'une certaine façon la politique européenne vis-à-vis de l'immigration. Au lieu de porter un projet fort, qui serait un projet typiquement européen, fondé sur les droits fondamentaux, il me semble que ça fait partie justement des bases et des règles de l'Union européenne, il y a eu l'idée que l'Europe, en érigeant des frontières et un environnement hostile, pourrait échapper à cette question. En quelque sorte, elle couperait l'appel d'air, comme disent très souvent un certain nombre de leaders politiques. Et à quoi a-t-on abouti avec cette politique? On a abouti à ce qu'aujourd'hui il existe dans l'Union européenne des camps, tels que les hotspots en Grèce, où des milliers de personnes vivent dans des conditions qui sont considérées comme le HCR, qui sont considérées par des agences de l'ONU comme des conditions qui sont inférieures aux conditions de vie des réfugiés en Afrique ou en Asie. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit zoom sur la France à présent. Cette crise migratoire a-t-elle des conséquences dans le débat politique franco-français? Avant de vous interroger sur cette question, je voudrais qu'on écoute ces deux extraits sonores. L'un de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, macroniste issu de la gauche, l'autre de Marine Le Pen. Les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Et voyez par exemple que telle nationalité, que là encore je ne citerai pas, elle se dirige plutôt sur tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile. À partir du moment où une personne arrive dans un des pays de l'Union européenne, il peut aller ensuite dans le pays qu'il souhaite. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que dit le ministre de l'Intérieur. Ils font du benchmarking. Et si on y ajoute le terme de shopping de l'asile de la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, on peut effectivement se poser la question, Jacqueline Eustache-Brinio, d'une droitisation du débat politique français? Moi, je ne suis pas sûre que ce soit une droitisation, c'est juste un principe de réalité de ce qui se passe dans ce pays et dans l'Europe. Vous nous avez montré la carte, là. Elle est inquiétante, cette carte. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Je veux dire, peut-être que les citoyens européens sont dans un système de protection, mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Bon, l'édition de ce Collomb, j'y étais. C'est vrai qu'il a eu ce mot. Enfin, c'est juste un principe parfois de réalité qui existe parfois. Moi, je crois qu'aujourd'hui, à force de ne pas être assez d'accord sur l'analyse, la réalité de ce qui se passe, nous allons connaître un système d'extrême droite dans ce pays. Ici aussi, un jour, ça va nous tomber sur les... Et moi, je ne rêve pas ça pour le pays. Je ne rêve pas ça pour notre pays. Je ne rêve pas ça. Mais on ne peut pas faire comme si c'est quelque chose qui n'existait pas. Et contrairement au risque d'il y a 10 ou 15 ans, on a eu des flux migratoires depuis 3
ou 4 ans, qui valide un peu ce que pense aujourd'hui l'opinion et l'angoisse peut-être. Alors est-ce que certains peuvent penser que c'est surdimensionné, démesuré, mais arrêtons de faire comme si ça n'existe pas. Posons le problème, et moi je pense qu'il faut accueillir, mais bien accueillir. Les postures politiques qui sont dire on est citoyen du monde, on va où on veut, quand on veut. Et puis je remarque quand même dans beaucoup de documents que nous voyons, c'est essentiellement une migration masculine hein, quand même. Enfin, voilà, quand on regarde les images, il y a essentiellement des hommes qui bougent. Hein. Les femmes, je ne sais pas où elles sont, mais c'est quand même ça. Donc du coup, voilà, il faut juste regarder la réalité, comment on intègre, comment on accueille, parce que de toute façon aujourd'hui, on va dans une Europe qui effectivement va peut-être se refermer, mais gravement, et je pense que personne ne souhaite là pour l'Europe. En tout cas, ceux qui ont construit l'Europe n'ont pas construit l'Europe pour ça. Esther Benbassa, d'abord, tout discours sur l'immigration devient très vite un discours idéologique. Et ce n'est pas nouveau. L'historienne que je suis... Mais est-ce qu'il ne faut pas le désidéologiser, justement enfin, écoutez, quand ça devient un point de focalisation, lorsqu'on n'a pas un programme bien défini et on fixe là-dessus, bien sûr, vous ne pouvez pas désidéologiser. Bon, alors là, on voit que les deux discours de M. Collomb et de Mme Le Pen convergent quand même, n'est-ce pas ? On peut dire que le gouvernement précédent et celui-ci font la politique migratoire en regardant l'extrême droite et la droite dure. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Je reviendrai aussi sur ce que monsieur a dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur les pays que vous nous avez montrés sur la carte. En Hongrie, il n'y a pas beaucoup de migrants. Ils passaient par là, mais ils ne s'installaient pas. Vous n'avez pas, dans les pays comme la Pologne, il n'y a pas une grande migration, même quasiment zéro. Et vous avez des gouvernements très stricts. Enfin, on peut continuer, on peut multiplier le nombre de pays qui sont de droite et qui sont extrême droitisés et qui n'ont pas des grandes vagues d'émigration. Mais chez nous, il y a ce problème. On est tout le temps en train de faire cette politique en regardant sa droite et sa droite surtout dure. Alors, écoutez, si on veut faire un projet européen, c'est pas comme cela qu'on va avancer. Patrick Martin-Genier, on a un problème en France, on droitise ce discours dès qu'il s'agit d'immigration ? Écoutez, c'est extrêmement difficile. Moi, je me mets à la place des responsables politiques. Parce qu'on constate aussi chez les LR, hein, on voit bien que la ligne Wauquiez est en train de se durcir à droite, mais vous plus savez, qu'au centre en tout cas. Le problème qui se pose en France, si on regarde une perspective européenne, c'est une perspective qui se pose dans tous les pays de l'Union européenne. Regardez, la CDU d'Angela Merkel est dépassée sur sa droite par la CSU, qui a peur d'être dépassée sur sa droite par l'AfD, qui est le parti néo-nazi. Et puis en Hongrie, je vous rappellerai que M. Orbán, qui a été réélu triomphalement, avait peur d'être dépassé par le parti d'extrême droite Jobbik, qui a lui-même fait 20% des suffrages. Donc il y a véritablement une angoisse des dirigeants politiques d'être dépassés sur la droite. C'est la difficulté. Alors la difficulté, c'est peut-être parfois un numéro d'équilibriste. C'est la surenchère. On essaye, mais il y a quand même certains, vous parliez de M. Collomb tout à l'heure, ou du gouvernement, je pense que les responsables essayent de concilier les principes humanitaires et en même temps montrer aux électeurs qu'il y a un discours de la fermeté, c'est toute la schizophrénie, pour ne pas se laisser dépasser par l'extrême droite. Humanitaire, vous avez lu la loi Asile et Immigration. On va laisser répondre Emmanuel Blanchard et ensuite, elle n'est pas très humanitaire. Un dernier mot de Jacqueline Eustache-Brinio. Alors, Emmanuel Blanchard. Effectivement, je suis d'accord avec beaucoup d'interventions. Partons des faits. Quelles que soient les politiques, des personnes arrivent. Est-ce que quand des personnes arrivent, nous avons intérêt à les accueillir dans un environnement hostile ? Je ne crois pas. Les personnes qui habitent dans les quartiers où ces personnes arrivent, elles n'ont pas envie que les personnes qui soient là vivent dans de mauvaises conditions, génèrent du ressentiment au lieu d'avoir un sentiment de gratitude et des espoirs dans ce pays. Donc il me semble qu'effectivement, l'immigration gagnerait, et c'est ce que dit François Héran, notamment professeur au Collège de France, à ce qu'on pense avec l'immigration, avec un phénomène qui va perdurer, et ne pas penser que un fait qui a perduré, des élus qui ont renoncé, par exemple, à réglementer un certain nombre de mouvements financiers en disant nous n'avons pas ce pouvoir, considèrent qu'ils ont le pouvoir d'arrêter des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir pour partir. Et donc de cette façon-là, à partir du moment où on aura considéré qu'on ne peut pas penser à un monde où il y a des privilégiés qui bougent et d'autres qui sont assignés à résidence, on pourra envisager justement des solutions qui soient des solutions communes
et pas des solutions de défense du privilège qui ne permettent plus à l'Europe d'être un phare, d'une certaine façon, à la fois du point de vue des droits, du point de vue du projet. Il nous reste quelques secondes, Jacqueline Eustache-Brinio. Après, je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit. Très rapidement. Évidemment que dans certains pays européens, il y a très peu d'immigration parce qu'ils ne sont pas accueillis, clairement. Je veux dire, il y a des pays qui font tout pour qu'ils ne rentrent pas. Donc ils viennent dans des pays où effectivement la tolérance et l'ouverture est plus... Voilà, c'est le benchmarking. Voilà. Vous nous dites la même chose que Gérard Collomb, c'est le benchmarking. Voilà, on voit bien, et les chiffres de ce matin, de celles et ceux qui sont arrivés en Espagne sur ce bateau l'Aquarius, la plupart ont demandé à venir en France, parce que d'abord ils sont francophones, donc la plupart vont venir en France quoi qu'il arrive. 50% donc, apparemment. Minimum de ceux qui ont fait les dossiers. Voilà. Donc du coup, non mais je finis. Donc du coup, la réalité, elle est là. C'est qu'il y a certains pays qui ne font rien et qui n'ont pas de politique d'accueil. C'est évident que les flux migratoires ne vont pas aller dans ces pays-là. Et on doit effectivement, c'est là. évident. Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On va poursuivre cette discussion sur la crise migratoire européenne. Dans notre match des idées, cette fois, il va opposer ce soir Alberto Toscano à Michel Meyer. Ils connaissent parfaitement l'Italie et l'Allemagne. Ils nous parleront de l'état de l'opinion dans ces pays, de la tonalité des titres de presse, du ressenti général. Avant cela, je voudrais qu'on regarde ensemble ce reportage de Flora Sauvage en Italie. Notre journaliste est allé à la rencontre de ce qu'on appelle les Dublinés et des associations qui tentent de les aider. Regardez. Dans la capitale italienne, aucun centre n'existe pour accueillir les migrants. Un collectif de citoyens s'est monté pour leur venir en aide. Et Roberto en fait partie. La police a évincé les migrants du centre-ville et les a fait partir en usant de la force. Dans ce camp, beaucoup sont des Dublinés, des migrants qui ont été expulsés vers l'Italie en vertu du règlement de Dublin. Selon cette règle, un demandeur d'asile doit déposer son dossier dans le premier pays d'Europe où il est entré. Moulou accepte de nous parler. Il a fui l'Érythrée en 2003, a tenté sa chance en Grande-Bretagne puis en Suisse. Expulsé plusieurs fois vers l'Italie car il y avait laissé ses empreintes digitales, il a fini par s'installer de guerre lasse à Rome. J'ai été sauvé par un bateau de pêcheurs italien après 4 jours d'errance en Méditerranée. Ensuite, la marine italienne nous a emmenés à Lampedusa et ils ont pris mes empreintes digitales au bout d'1 mois. Puis, en 2005, de Calais, je suis entré en Grande-Bretagne. J'y suis resté 7 mois, mais j'étais expulsé en Italie à cause de mes empreintes. Comme Moulou à son arrivée, la plupart des migrants dublinés ne veulent pas s'installer en Italie. C'était le cas de Mohamed Masla, un jeune Somalien qui a débarqué en août 2016. Il avait 19 ans. Il est arrivé en Italie, est resté 3-4 mois, puis il est parti pour la Belgique, où vivait sa sœur, qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans. Mais la police est venue le chercher et l'a expulsé vers l'Italie à cause du règlement de Dublin. Et il s'est suicidé. Depuis, le camp a été rebaptisé Place Masla. Avec nous pour ce match des idées spéciales crise migratoire, Alberto Toscano, bonsoir, journaliste et écrivain italien. Vous travaillez régulièrement avec la RAI et vous êtes l'auteur de ce livre, Un vélo contre la barbarie nazie. Michel Meyer, bonsoir à vous également, ancien correspondant à Berlin, grand spécialiste de l'Allemagne. Merci à vous d'être ici. Est-ce que vous pouvez nous parler ce soir, messieurs, de l'état de l'opinion de chacun des pays que vous connaissez parfaitement? L'Italie peut-être d'abord, Alberto Toscano. On vient de vivre l'affaire de l'Aquarius. L'état de l'opinion en Italie et le vôtre? Extrêmement inquiet dans les deux cas, peut-être pas pour les mêmes raisons. L'opinion publique italienne est inquiète pour 2 raisons. La première est le problème des migrants en soi. Qu'elle vit depuis des années. Une vague qui a vu arriver en Italie des centaines de milliers de personnes, même si actuellement la vague a baissé. Et la deuxième est la perception d'avoir été isolé, quelque part trahi par l'Europe. Ça, c'est l'inquiétude de l'opinion publique italienne. Mon inquiétude personnelle est le problème des migrants, le problème de l'Europe et le problème de voir en Italie un gouvernement populiste qui m'inquiète. Mais vous validez cette décision d'avoir refusé l'arrivée du bateau? Je pense que cette décision a été une mauvaise décision, mais elle a quand même eu le mérite de poser un problème à l'Europe tout entière, de mettre fin à cette hypocrisie européenne, comme quoi l'Italie et les pays de première ligne doivent gérer le problème et les autres pays réalisent des barrières à leurs frontières avec l'Italie. Non, ce n'est sincèrement plus possible. Michel Meyer, cette crise de l'Aquarius a été un vrai révélateur et notamment aussi de ce qui se passe en Allemagne, c'est-à-dire que maintenant Angela Merkel est tensée sur sa droite. Absolument, dans un contexte où, il faut le dire, il y a déjà 12% de populistes en Allemagne, ce
qui, dans un pays sensible, avec le passé, va poser tôt ou tard un certain nombre de questions très sensibles et très délicates. Ce qu'il en est, la décision de Mme Merkel d'accueillir très généreusement des migrants a été prise dans une nuit où elle a longtemps hésité et où elle a choisi l'éthique et la morale contre l'égoïsme par rapport à ces gens qui se massaient aux frontières. Et elle a pris cette décision un peu seule. Seule, avec un monsieur qui s'appelait Altmaier, qui lui a quand même fait comprendre qu'après ce qui s'était passé avec la Grèce et son comportement, son style, il n'était pas pensable qu'elle ne pense pas également aux Occidentaux en lien avec le passé allemand. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça, et c'est historique et très important. Ensuite, l'accueil a été salué en quelque sorte l'histoire est très importante. Fin 2015, par ce qui s'est passé à Cologne, avec des viols et des agressions de femmes. Et depuis, égrené dans l'actualité, médiatisé de façon avec surenchère, beaucoup de crimes dits ethniques, à la fois de Syriens ou d'Afghans en Allemagne. Une demi-douzaine. Mais une médiatisation qui a provoqué une psychose de peur. Et qui a considérablement fragilisé Angela Merkel. Bien entendu, et qui bien entendu a fait que Allianz für Deutschland, c'est-à-dire les populistes, c'est normal, ils ont réagi. Mais il y avait également les femmes qui voulaient continuer à pouvoir faire le jogging et à pouvoir, en quelque sorte, ne pas risquer leur vie en allant se promener en forêt. Soutenues par les féministes allemandes qui arrivent de la gauche. La patronne de Die Linke en Allemagne, à l'heure actuelle, elle est dans une position comparable à ces féministes, le parti de l'ultra-gauche. C'est-à-dire que toute la société allemande a été pénétrée par cette angoisse de peur dans un contexte où, malgré ce que dit M. Trump aujourd'hui, la criminalité globalement a baissé en Allemagne comme jamais depuis 1962, et qu'une demi-douzaine d'incidents graves, bien entendu, font que le climat est... C'est un début d'hystérisation. Donc un climat d'angoisse. C'est un début de perte de sang-froid dans un pays qui n'a pas connu l'économie, qui n'avait pas de front maritime, qui n'est pas raciste génétiquement, mais qui... dans la gestion de l'étranger, a un passé tout à fait spécifique. Je voudrais qu'on regarde cette enquête OpinionWay pour Public Sénat, Les Échos et Radio Classique pour vous donner aussi une idée de l'opinion française. 56% des Français interrogés étaient contre l'accueil de l'Aquarius, eux aussi. 61% des sondés désapprouvent les condamnations d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Italie, qui a parlé d'irresponsabilité, de cynisme. Alberto Toscano, vous avez été choqué par les propos d'Emmanuel Macron qui s'est désolidarisé de l'Italie? Vous savez, quand on s'occupe de politique depuis 45 ans, il faut beaucoup pour choquer. Mais je n'ai pas été content. Heurté, alors, disons. Oui, j'étais un peu triste. Un peu triste de voir un chef d'État européen, après que l'Europe a laissé l'Italie seule, et que cette solitude de l'Italie a coûté cher au peuple italien, parce qu'elle a contribué à déchaîner cette vague de populisme, qui aujourd'hui nous amène à avoir un parti d'extrême droite au gouvernement. Après avoir vu ce comportement de l'Europe, et maintenant on nous donne des leçons. Non, non, sincèrement, non. Et où on se met tous ensemble pour faire face à ce problème qui nous regarde tous, ou si on fait le jeu de dire c'est la faute à l'autre qui a été irresponsable parce qu'il n'a pas accueilli tous les migrants. Mais enfin, où on se met ensemble, où on ne peut pas charger les voisins de ne pas supporter à lui tout seul l'entière responsabilité de ce dossier grave et brûlant pour ses conséquences politiques. L'Italie a été maltraitée, mais dans le contexte actuel et dans l'urgence, celle qui est le plus maltraitée par cette situation, c'est Mme Merkel, en fonction du choix qu'elle a fait en 2015. Et que se passe-t-il? Il se passe qu'en ce moment, Mme Merkel a peur d'une échéance qui est la fin de ce mois et l'obligation dans laquelle elle va se trouver de rendre des comptes à son Elle a refusé l'ultimatum de son ministre de l'Intérieur. Non, elle a permis qu'il patiente 10 jours de plus avant l'échéance fatidique. Attendez, elle ne l'a pas, elle est menacée. Menacée jusqu'à quel point? Alors, je vais expliquer.
elle a le dos au mur. Elle est victime d'un ultimatum avec une perspective de clash et de rupture de la coalition. Une fragile coalition, en plus. Mais elle était déjà fragile. Là, elle est en danger de mort avec de nouvelles élections potentielles, et c'est du jamais vu. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un chantage qui vient de son ministre de l'Intérieur, qui est bavarois, un land un peu identitaire, Franche, très à droite. très folklorique, très à droite. Et bien entendu, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une Bavière qui n'entend pas continuer à perdre des voix qui vont aux populistes, comme ça a été le cas lors des dernières élections, aux prochaines élections d'octobre prochain. Donc ils droitisent leur discours. Ils droitisent leur discours. Et pire que ça, ils entrent non pas dans un conflit, mais dans une guerre avec Mme Merkel. Mme Merkel, que l'on voit là, est en guerre avec son parti qui tient l'équilibre global de la démocratie allemande, avec une échéance à 10 jours. C'est ça la situation actuelle. Ce problème des migrants est en train de faire des ravages en Europe. Bien au-delà de la gravité réelle du problème en tant que tel, parce qu'on pourrait intégrer ces migrants si on se mettait tous d'accord. Donc les effets de la perception de l'opinion publique pourraient faire des ravages, et il faut trouver une solution, et il faut stopper cette vague de migration. Et il y en a un qui regarde de très près ce qui se passe en Europe et qui s'en sert comme arme politique, c'est Donald Trump. Le président américain a encore fait quelques sorties très remarquées hier sur la crise migratoire, et l'Europe apparaît, selon lui, comme l'exemple à ne surtout pas suivre. Écoutez. Les États-Unis ne deviendront pas un camp pour migrants et ne deviendront pas un centre de rétention pour réfugiés. Si vous regardez ce qui se passe en Europe, si vous regardez ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas laisser cela arriver aux États-Unis, pas sous mes ordres. Et il a ajouté ce tweet qui vise directement Angela Merkel. Le peuple allemand est en train de se retourner contre ses dirigeants alors que l'immigration secoue la coalition déjà fragile de Berlin. La criminalité en Allemagne est en forte hausse. Grosse erreur dans toute l'Europe que de laisser entrer des millions de personnes qui sont si fortement et violemment changé leur culture. Voilà le tweet de Donald Trump, des propos tenus alors que les États-Unis sont eux-mêmes en pleine polémique autour d'une vidéo montrant des enfants séparés de leurs parents à la frontière avec le Mexique, des images déchirantes, et sa propre femme, effectivement, a montré sa désapprobation. Une réaction à cette polémique et à ces propos de Donald Trump, Michel Meyer? Alors, il n'y a pas de réaction tout à fait spécifique en Allemagne, mais on a affaire à un activiste propagandiste relativement doué dans un contexte irresponsable et peut-être un peu pathologique. Parce que c'est malin stratégiquement. Donald Trump ne perd pas une occasion pour essayer de nuire à l'Europe. Mais cette fois, il croit nuire à l'Europe, mais il montre le chemin à l'Europe. Parce que l'Europe ne peut pas que choisir le chemin de s'intégrer de plus en plus, d'avoir une politique étrangère de plus en plus solidaire à l'Europe et d'arrêter de dépendre de la tête aux pieds d'un pays qui veut lui nuire, comme les États-Unis de la gestion de Donald Trump. Alors, je ne veux pas dire que la recette, c'est ce qu'a dit le président Macron, mais on peut le penser, c'est-à-dire une Europe à la carte où l'on rechoisit, on se compte à nouveau pour les projets et pour les initiatives. C'est vrai pour le plan monétaire, la zone euro, ça doit être vrai pour les migrants. Et dans ce contexte-là, le fait d'aller bloquer les choses au niveau de la Libye, c'est le début d'une solution, mais ça doit être beaucoup plus déterminé qu'à l'heure actuelle, dans un contexte où, quand même, à Bruxelles, on va le dire, un peu iconoclaste, nous avons au pouvoir administratif, technocratique, des gens qui ne sont pas dangereux pour les chefs d'État, et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est trop peu. Il faut qu'à Bruxelles, ce que me disait Helmut Schmidt, il y ait moins, il appelait ça des Wasserkopf, c'est-à-dire des hydrocéphales. Il faut que la puissance, après que l'Europe se soit comptée de façon thématique sur tel ou tel sujet, je ne suis pas un prédicateur là, mais c'est l'évidence. Et c'est bien entendu le discours de la Sorbonne du président Macron. Je ne suis pas un hagiographe de quiconque là, mais le bon sens, c'est ça. On se compte, on thématise ce qu'il faut faire, et dans cette logique-là,
à Bruxelles, il y a de vrais managers qui ne sont pas des politiques, mais qui ont le contrôle serré de près des politiques. Sinon, c'est pas possible. Parce que le Wasserkopf de M. Schmitt, j'ai beaucoup de respect, j'étais très proche de lui. Attendez, c'est pas un facho, c'est pas un sale type qui dit n'importe quoi. Le problème existe depuis longtemps et il est bureaucratique. Non, mais c'est vrai, l'Europe, cette crise est un révélateur. Avec, en plus, la crise économique et financière, est un révélateur du fait que l'Europe est un tournant. Où elle avance, où elle risque de partir en... Face à un choix de civilisation, a dit Emmanuel Macron tout à l'heure. C'est un choix, un pari nécessaire pour l'intégration européenne. Moi, j'ai la perception qu'il y a deux Europes. Une Europe de la zone euro qui va vers l'intégration et vers un système qui pourrait être fédéral. Viable. Et de l'autre côté, une autre Europe qui est un cercle plus large de l'Europe. L'Europe à l'extérieur de la zone euro est sur une autre orbite. Mais l'Europe de la zone euro, aujourd'hui, suite à la question migratoire et suite aux problèmes de la croissance, aux défis de la croissance et suite aux problèmes internationaux qui sont posés par M. Trump et par sa ligne de défis systématiques à l'Europe, l'Europe aujourd'hui, l'Europe de la zone euro, doit parier sur son intégration et sur un système qui peut aller vers un fédéralisme. La semaine dernière, il y a 48 heures, disons-le, pendant une demi-journée, Mme Merkel a été dans le vide par rapport au chantage de son ministre de l'Intérieur bavarois. C'est une chose. Elle a mesuré la situation. Mais avant, déjà, il y a une quinzaine de jours, à 2 reprises, à des proches intimes, elle a dit ce que lui rappelait la situation. Elle vient d'Allemagne de l'Est, elle est luthérienne. Elle sait ce qui s'est passé à l'époque luthérienne. Mais ce qu'elle avait en tête, ce n'était pas seulement cela. C'était la guerre de 30 ans. 1515-1555, l'Europe dans un état de désordre et de désolation totale. Et là, cette référence en tête, il faut savoir à l'heure actuelle, en observant ce spectacle, que l'une des parties prenantes, Madame Merkel, a cette angoisse et cette référence historique. Il n'y a pratiquement plus de temps pour réagir. Oui, mais là, j'enchaîne sur la comparaison Il vous reste 30 secondes, historique. Suite à la guerre des 30 ans et à la paix de Westphalie, l'Europe a vu naître les États-nations et se renforcer. Suite à la crise actuelle, l'Europe doit voir naître un État et les imbéciles. Un État européen avec plusieurs nations en son intérieur, mais un État. C'est le défi de Westphalie 4 siècles plus tard. Alors j'espère qu'il y aura moins à l'heure actuelle d'imbéciles qu'à l'époque, parce qu'à l'époque de la paix d'Augsbourg, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il y avait des gens qui disaient c'est merveilleux, on en a pour l'éternité. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous poursuivons notre VPL spécial crise migratoire européenne. Notre invité, Ronny Broman, ancien président de Médecins sans frontières, humanitaire engagé. On parlera notamment du rôle des ONG dans cette crise. Sur ce sujet, nous rejoignons d'abord Saveria Rojek aux côtés de Pierre Laurent, sénateur communiste de Paris. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Merci bien sûr de répondre à nos questions. La crise migratoire qui atteint, on l'a vu ces derniers jours, son paroxysme avec l'Aquarius. Les ONG sont bien sûr maintenant partie prenante de cette crise migratoire. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous soutenez le rôle de plus en plus important que jouent les ONG dans cette crise migratoire? Heureusement que les ONG sont là et jouent ce rôle de secours aux réfugiés et aux migrants. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils suppléent aux États qui, eux, sont totalement défaillants en Europe et singulièrement le gouvernement français. S'il n'y avait eu que le gouvernement français et pas le gouvernement espagnol, eh bien, nous ne savons pas si aujourd'hui les migrants de l'Aquarius auraient mis le pied sur la terre ferme. Il aurait fallu ouvrir un port français pour l'Aquarius. Oui, je pense que la France aurait dû prendre l'initiative. Et j'entends beaucoup aujourd'hui de personnages importants donner des leçons à l'Europe, mais la France devrait déjà regarder ce qu'elle n'a pas fait. Nous sommes en train de débattre du projet Asile-Immigration ici au Sénat, et au moment où
nous donnons des leçons parfois à l'Europe. Nous sommes en train d'adopter un projet de loi que nous combattons, qui vise à fermer littéralement les conditions d'accueil ou à les durcir de manière terrible. Les questions migratoires ne peuvent se régler qu'au niveau européen. Il faut à la fois une politique française, mais il faut une politique européenne. Et il faut même une politique mondiale. Je rappelle que le secrétaire général de l'ONU a proposé d'engager le travail sur un pacte mondial des migrations. Et la France, là aussi, ne répond pas présent. Donc il faut agir à tous les niveaux et il faut une politique européenne des migrations, c'est sûr. Très bien, merci beaucoup. Merci Pierre-Laurent d'avoir répondu Merci. à nos questions. Merci. Et on va plus loin sur ce sujet dans l'entretien du jour maintenant avec notre invité ce soir, Ronny Broman. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Ancien président de Médecins sans frontières, auteur de nombreux ouvrages sur les questions humanitaires notamment. Face à cette crise migratoire, on voit que l'Europe est profondément divisée, fracturée. Un consensus tout de même tout à l'heure entre Emmanuel Macron et Angela Merkel qui parlent de renforcement des frontières, plus de gardes-frontières. Qu'en pensez-vous ? Il y a l'urgence, le court terme, rassurer les opinions publiques, montrer que le contrôle des territoires, des mouvements de population est assuré par les dirigeants dans l'ambiance qui était décrite, à mon avis, de façon tout à fait judicieuse comme hystérisée du moment. Mais enfin, ce n'est pas en construisant des forteresses qu'on va durer longtemps dans cette situation. Le grand problème, l'enjeu primordial, c'est, et là, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec le secrétaire général de l'ONU, par exemple, et un certain nombre d'analystes, c'est d'organiser à l'échelon global la mobilité, les mouvements de population. Ceci dure depuis que l'humanité existe. Ils ne vont pas s'arrêter. Je ne sais pas s'ils vont augmenter, mais enfin, ils sont à l'échelle de la taille de l'humanité d'aujourd'hui. Sachons que la plus grande partie, plus de 90-95% de la mobilité se fait à l'échelon local. Ce sont des gens qui se déplacent dans leur pays ou dans les pays frontaliers autour d'eux. Et une toute petite partie, d'ailleurs généralement des gens plus favorisés, enfin des gens plus éduqués, en tout cas statistiquement majoritaires, même s'il y a aussi d'autres personnes, fuient, cherchent à gagner un autre pays, soit parce que leur pays est devenu intenable, comme la Syrie, l'Afghanistan, certaines parties de l'Irak, soit parce qu'ils cherchent une vie meilleure, comme ça a été toujours le cas. Cette mobilité-là, il faut l'organiser, elle est possible à organiser, des pistes existent, des cadres de travail ont déjà été fixés, mais l'ambiance du moment, l'hystérie avec laquelle cette question est traitée, rendent pour l'instant cet enjeu tout à fait inaudible. Pour vous, ça veut dire que les Européens, les peuples européens n'ont plus envie d'être solidaires ? Qu'est-ce que révèle par exemple cette affaire de l'Aquarius ? Écoutez, les opinions qui sont d'accord pour ne pas accueillir elle révèle plusieurs choses à la fois. D'une part, l'exaspération de l'Italie, ça a été dit auparavant par Alberto Toscano, et je suis entièrement d'accord avec ça. L'Italie s'est retrouvée, a été considérée comme une espèce de déversoir de l'Europe, une sorte de glacis que l'on voulait conserver comme tel. Pour les Italiens, c'est absolument inacceptable, et on le comprend. S'il y a une question à gérer de ce type-là, elle doit l'être au niveau européen, c'est l'évidence même. Donc l'égoïsme, le repli des autres pays ont favorisé donc cette poussée nationaliste en Italie, et l'errance de l'Aquarius en est une conséquence. Cela étant, l'Aquarius est passé à quelques kilomètres de Bonifacio. Pourquoi est-ce que la France n'a pas ouvert son port, alors même que des Corses avaient proposé. De même que plusieurs mairies italiennes d'ailleurs, parce qu'on parle de cette espèce de ce ras-le-bol italien, mais n'oublions pas qu'à Palerme, comme à Naples et dans plusieurs autres grandes villes italiennes, les maires, au contraire, proposaient d'ouvrir leur pays. C'est à l'échelon central que ça a été bloqué. Mais alors les autres, ils manquent de solidarité. On a perdu cet esprit de solidarité, en particulier les Français, puisque vous abordez la question française, effectivement. Je ne sais pas si on a perdu, c'est-à-dire si on l'avait auparavant et si on ne l'a plus maintenant. Je vois que la société est partagée. Elle l'a toujours été. Le sondage dont il a été question montre qu'il y a presque la moitié, enfin disons plus de entre 40 et 50% de gens qui sont plutôt favorables ou franchement favorables à l'accueil d'immigrants. Ça veut dire quelque chose tout de même. Ça veut dire que l'esprit d'ouverture, l'idée qu'un pays ne peut pas vivre entièrement replié sur lui-même, mais doit être accueillant, n'est pas mort. D'autres, dans le contexte d'une crise environnementale, d'une crise de l'emploi, sont inquiets, et je ne mets pas tout cela sur le compte du racisme ou de la xénophobie, mais aussi simplement d'une peur qui est entretenue. Et je pense que nos dirigeants
doivent contenir cette peur. Ils doivent bien entendu lui donner des droits. C'est le rôle d'un dirigeant d'écouter sa population, y compris quand elle dit des choses qui ne lui plaisent pas nécessairement. Mais ça n'est pas leur rôle d'amplifier l'émotion, de jouer sur des peurs qui sont tout à fait possibles à contenir. Bien au contraire, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Contenir cette peur sans être pour autant dans une forme de déni. Certains peuvent parler d'un déni. C'est ce que je un disais. déni de réalité. C'est ce que je disais. Il s'agit de donner des droits à la population qui refuse. Écoutez ce qu'elle dit. Par exemple, il y a des endroits où de véritables ghettos sociaux et économiques ont été constitués, et à l'intérieur de ces ghettos, ou à la périphérie immédiate de ces ghettos, il y a effectivement de la peur, de l'angoisse. Et ça se traduit dans les urnes. Et ça se traduit naturellement dans les urnes. On voit une montée des populismes dans toute l'Europe. On l'a vu aux dernières élections présidentielles et on le voit dans l'ensemble de l'Europe. Donc il faut savoir écouter cela. Mais le rôle des dirigeants n'est pas nécessairement de suivre la population. Il est aussi de donner des axes, de rassurer. Mais s'ils ne le font pas, ils sont battus aux élections suivantes. C'est un processus qu'on observe depuis quelques années dans toute l'Europe. Il faut apporter une vraie réponse à cela. Bien sûr, mais c'est ainsi, on n'agit que dans le souci de gagner les élections suivantes. En gros, on ne fait absolument plus rien. Il faut aussi savoir prendre des risques en politique. Et encore une fois, la question de la migration et donc l'enjeu de la mobilité à l'échelle mondiale est un enjeu absolument primordial. Il est d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel. C'est d'une certaine manière une partie de notre avenir à tous qui se joue là. Donc prendre cette question par le petit bout de la rétraction purement défensive, c'est à mon avis se tromper. Et là, ça n'est pas tant l'humanitaire qui parle. Moi, je pense que les humanitaires ont une place qui est fixée, qui ne doit pas déborder. Ce ne sont pas les humanitaires qui doivent dicter la politique migratoire ou économique ou sociale de l'Europe. Certainement pas. Là, je parle aussi en tant que citoyen, tout simplement, en tant qu'électeur, en tant que personne qui vit en France, dans un certain milieu, d'ailleurs dans une banlieue où il y a nombre d'immigrés, donc je ne vis pas dans un cocon. Dans une petite tour. Justement, en tant que citoyen, la loi Asile-Immigration est donc arrivée au Sénat, on l'a vu tout à l'heure. La droite sénatoriale veut à la fois durcir le texte et rester protecteur des droits, ce qui donne plusieurs types de propositions de la commission des lois présidée par Philippe Bas. Je voudrais juste vous en faire part de ces propositions. Suppression de l'assouplissement du délit de solidarité, suppression de l'extension du regroupement familial aux frères et sœurs mineurs. En revanche, refus de réduire de 30 à 15 jours le délai de recours devant la Cour nationale, réintroduction de la visite médicale pour les étudiants étrangers, interdire le placement en rétention des mineurs isolés. On a tendance à dire que la droite sénatoriale ne fait que durcir le texte. À la lueur de ces quelques propositions dont je viens de vous faire part, est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'équilibre trouvé ? Non, écoutez, j'ai pas pu suivre pour des raisons évidentes la marche du texte, mais non, je ne crois pas qu'il y ait véritablement un équilibre. Le fait de réduire, enfin le fait d'empêcher la réduction effectivement de ce délai est tout de même une bonne chose parce que ça imposait des conditions intenables et de toute façon, enfin intenables pour les demandeurs d'asile, mais intenables également pour l'administration probablement. Donc c'est aussi une mesure tout à fait réaliste. Mais mettre là-dedans les étudiants, enfin qu'est-ce que les étudiants étrangers viennent faire dans cette histoire? Les étudiants étrangers, je le signale, sur les quelques 200 000 et un peu plus migrants que l'on dénombre actuellement, il y a 65 000 étudiants étrangers. Ces étudiants, ils assurent une bonne partie à la fois des frais d'inscription dans les universités françaises, donc ils sont une ressource pour l'université, et ils assurent par ailleurs le rayonnement de l'éducation, de la recherche, de l'enseignement français. Donc mettre cela sur le compte de l'immigration comme si on avait à gérer un fardeau dont il fallait ménager, enfin avec lequel il fallait se ménager. Globalement, le projet de loi Asile-Immigration proposé par le gouvernement, vous ne le validez pas du tout? Non, je pense que dans son esprit général, il est répressif, il est défensif, il ne manifeste pas les signes d'ouverture qui sont des signes d'ouverture politique. Je ne parle pas d'ouverture simplement humanitaire, quoi que cela compte, parce que n'oublions pas tout de même qu'une société, lorsqu'on se retourne, lorsqu'on regarde l'histoire, une société se juge aussi, enfin la valeur, l'intérêt d'une société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus faibles, les plus vulnérables de ses membres ou de ceux qui arrivent, qu'il s'agisse des prisons, qu'il s'agisse des handicapés, qu'il s'agisse des gens qui ont peu de moyens de se défendre. C'est aussi à cela, c'est un indicateur extrêmement sensible
de la façon dont s'organise une société. Et lorsqu'on devient plus vulnérable, plus offensif, plus dur, avec certaines populations vulnérables, c'est l'ensemble de ceux qui sont vulnérables qui finissent par en payer le prix. Et on ajoute que c'est demain la journée mondiale des réfugiés. Merci infiniment Ronnie Broman d'avoir été notre invité ce soir dans cette OVPL spéciale crise migratoire européenne. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Nadine Morano, députée européenne LR. Bonne soirée, restez au cœur du débat.